Bienvenue à tous, bienvenue au premier Pitch Café de la mêlée à Montpellier chez Bureau & Co, qu'on remercie de nous accueillir et de nous permettre de vous accueillir ici dans ces locaux. Bureau & Co, à savoir c'est 200 entreprises logées à Montpellier, bientôt bien plus à Montpellier et en national, on a un partenariat avec eux et donc on les remercie. Sachez qu'on est filmé, on est en live aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, grâce à Gilbert Wenborg et Polisson, qui nous a fait un lunch connecté l'autre jour. On est ravis parce que, tout simplement, vous dire que la mêlée existe depuis 2000 en Occitanie et nous attaquons la 3e année d'existence. Donc la première année, on s'est fait connaître de l'écosystème des institutions et des décideurs fondamentaux de la région. L'an dernier, on s'est fait connaître plus largement grâce notamment à la Nuit des réseaux. Donc dans les milieux économiques, on a intégré la commission des réseaux de la Chambre de commerce d'industrie, dans laquelle il y a 36 réseaux économiques. On a montré notre savoir-faire sur le plan événementiel et on a contribué à poursuivre la passerelle économique entre les deux métropoles, Toulouse, Montpellier, et au sein de l'Occitanie. Donc cette année, on est vraiment rentré dans le vif du sujet, notamment du fait de cette opportunité d'avoir enfin un lieu, une unité de lieu qui nous permet d'avoir une programmation complète à laquelle, en tant qu'adhérent et futur adhérent, vous pouvez participer. Donc deux formes très récurrentes. Le Pitch Café comme aujourd'hui, où vous venez présenter votre start-up, votre PME, votre groupe, et le lunch connecté, où là, vous venez démontrer votre expertise et votre compétence dans un format plus resserré, moins de 15 personnes. Voilà, donc c'est plutôt un workshop, une présentation. Voilà. On a d'autres idées, on va faire un workshop avec participation cette fois-ci, notamment avec Gilbert, sur travailler à savoir créer une vidéo sur les réseaux sociaux ou un live. On a aussi un format after work qui va se lancer donc, dans l'espace commun ici. Donc le prochain, ça sera, et le premier, bonjour Alima, ça sera le 28 février, ça sera une soirée pixel. Donc la thématique de ces afterworks, c'est avant tout la convivialité. Donc un artiste, un producteur de vin ou de bière et des présentations de pitch, donc du speed dating, de la rencontre business derrière. Voilà, mais avant tout de la convivialité. Donc le premier, c'est le 28 février. Ensuite, la mêlée, ce sont des événements majeurs. Donc l'an dernier, on avait inauguré la Nuit des réseaux, qui va se transformer au sein de la CCI, comme je le disais, plutôt en mode collaboratif. Cette année, la nouveauté, c'est Jobstick. Donc c'est le 20 mars à Montpellier, à l'espace French Tech. Jobstick, c'est le premier forum créé à Montpellier pour faire un état des lieux des métiers dans le digital, mais aussi plus largement dans l'innovation. La volonté, c'est de traduire en collaboration une photographie et de faire un état des lieux des métiers du numérique. Donc on a besoin des écoles et des campus, on a besoin des agences d'emploi et les cabinets de RH. On a besoin des recruteurs, donc de tous les gens, start-up, PME, grands groupes, ETI, qui ont un besoin d'un profil qui est un chef de projet web ou qui est un développeur ou qui est quelqu'un dans l'innovation, Chief Happiness Officer, tout ce qui innove dans l'entreprise. Et bien sûr, on aura besoin de candidats, mais ça, on n'aura pas de la difficulté à les faire venir. Donc, c'est un événement auquel on est très attaché et qu'on va co-construire, puisque le 25 janvier, on fait une réunion de co-construction avec l'écosystème. On devrait ponctuer cette journée par un premier bilan de l'Observatoire du numérique qui a été lancé par Facero, l'école Up2 et Dell, auquel est invité tout l'écosystème numérique. Et donc c'est un principe collaboratif l'Observatoire numérique, qui est, si vous voulez, chargé de faire remonter les besoins essentiels dans les métiers du numérique. Il y a des postes de développeurs et des postes très spécifiques où il y a énormément d'offres, mais pas de candidats qualifiés. Donc là-dessus, on a besoin de les former par l'intermédiaire d'organismes comme l'AFPA ou comme l'école Up2, ou bien sûr comme les campus et universités dites plus traditionnelles. Voilà. Donc nous, notre objectif, il n'est pas quantitatif cette année, c'est de installer un rendez-vous en fait et contribuer à cet écosystème-là, comme la mêlée le fait dans l'Occitanie depuis, on attaque la 18e année. Voilà. En 2 mots, et pour vous éviter une longue présentation, mais je voulais quand même
insister. Donc pour vous dire que l'association, c'est presque 600 adhérents. Donc on est le premier réseau qui touche au digital. On est complémentaire des clusters qui sont plutôt eux sur une filière. Nous, on est en amont, positionné sur les usages numériques, la transformation des entreprises dites traditionnelles. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux filières classiques, ici notamment la santé, l'agroalimentaire, le tourisme, le sport, mais aussi aux sujets transversaux comme l'emploi. Et on est là, nous, pour mettre en commun en fait, ces entreprises traditionnelles avec l'écosystème numérique. Ce brassage va permettre, grâce à des techniques et des événements d'intelligence collective, de faire émerger alors, soit de la transformation digitale dans les entreprises, soit des niches dans lesquelles les porteurs de projets, les étudiants ou les personnes en reconversion vont se lancer, et les entrepreneurs vont se lancer et créer des startups. Hein, donc notre but ultime, c'est ça, c'est de créer de l'emploi, créer du besoin, acculturer et faire aussi de l'incubation, comme on fait dans notre programme la cantine et le starter. Et bien sûr, quand tout ça fonctionne, on envoie ses potentiels et ses talents vers les incubateurs, les accélérateurs régionaux. Donc ici à Montpellier, le BIC, le Village Baïséa, Numa, voilà, et plein d'autres, puisque ce sont des structures qui se multiplient de plus en plus. Voilà. Rapidement pour vous dire aussi, donc les commissions, vous avez compris, il y en a 15, mais nous ici on s'est spécialisé. Donc si vous avez envie d'agiter les sujets que sont la santé et le numérique, l'agroalimentaire, la food tech, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette, le sport connecté, le e-sport, la digitalisation des clubs, des associations sportives, etc., et de la pratique, le tourisme, en relation avec notamment nos partenaires dans le Gard, n'hésitez pas, voilà, parce que ça veut dire que c'est quoi une commission? Ce sont des gens comme vous, des adhérents, qui se réunissent, qui écrivent une feuille de route, qui créent des événements, qui créent des événements de contenu, idéation, barcamp, hackathon, etc., et qui font avancer la cause digitale et l'innovation dans ces filières-là. Les événements, je vous en ai parlé, un peu plus spécifiquement, donc on a JobSeek le 20 mars, qui arrive très prochainement et pour lequel je vous invite à relayer l'information. On a trois autres, il nous en manque un là, trois autres événements dédiés à nos commissions. On a lancé un programme de réflexion sur la santé et le numérique, donc on est en phase de co-construction là aussi avec l'écosystème pour réfléchir sur des thématiques précises, comment faire avancer le parcours santé, la digitalisation des centres d'accueil à l'hôpital, etc. Voilà, et donc ça va avancer, on n'a pas encore de format précis. Là où on a un format, c'est la journée dédiée à l'innovation dans le tourisme, donc ça s'appelle Touristic Day. Donc là-dessus, on est en train de construire une journée dédiée à la réflexion autour de la data dans le tourisme, autour de l'e-tourisme, de la virtualisation de ce secteur d'activité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel notre région, et spécifiquement à Montpellier, on se doit d'être pionnier et avant-gardiste. Concernant la commission à laquelle Julien est très attaché, qui s'appelle DigiFood, donc qui traite de la food tech, on a en programmation, en partenariat avec Racine Sud et d'autres partenaires, un projet de hacker plus que le fruit, spécifiquement le vin, donc un projet d'innovation, de journée d'innovation sur le secteur viticole. Certainement ça se passera aux alentours du Pic Saint-Loup, et là aussi c'est de faire venir des entreprises dites traditionnelles de ces métiers-là et tous ceux qui touchent de près ou de loin au numérique et à l'innovation, pour trouver des sujets d'innovation et créer des rendez-vous qui permettent de favoriser cette émergence de projets. J'ai loupé un slide important, voilà, c'est l'adhésion. Bien évidemment, la mêlée sans ses adhérents ne peut pas vivre. Donc on est 600, ici c'est une soixantaine d'adhérents, notre objectif c'est d'être une centaine à la fin de l'année. On a des partenariats qui en plus de ça font que notre sourcing et notre réseau est d'autant plus important. On a signé des partenariats avec Gard Digital dans le Gard, on est en train d'en signer avec Racine Sud, c'est une association qui se tourne vers les expatriés d'Occitanie dans le monde entier, donc qui va travailler avec notre commission internationale. On a un partenariat avec Montpellier Libre, donc le réseau qui travaille sur tout ce qui est logiciel libre à Montpellier. On est en train de créer un partenariat avec Push Start, qui est l'association autour de tout ce qui est jeux vidéo à Montpellier. Voilà, donc
ces réseaux-là viennent en complément de notre assos et vous permettront vous aussi de faire des rencontres intéressantes à ce niveau-là. Donc adhérer à l'association, c'est faire partie d'un réseau qui va vous ouvrir aussi vers la partie ouest de l'Occitanie, vers Toulouse, vers l'Aude, avec qui on est en partenariat assez étroit, avec notamment le Grand Narbonne et Carcassonne, où on a aidé à la création de tiers-lieux, hein, le 302 à Carcassonne, le Inès, le Fab Lab de Narbonne. Donc je le disais, le Gard aussi, hein, le Gard qui est en pleine émergence et en ouverture digitale, notamment avec la French Tech qui est là-bas basée autour de la culture, de l'art et du tourisme, avec le Lab Tourisme à Nîmes. Voilà, donc tous ces sujets nous intéressent, et aussi parce qu'on a une spécificité autour de l'ex-région Languedoc-Roussillon, c'est que l'économie et les centres de gravité économique sont très étalés. De Perpignan jusqu'à Nîmes, et donc on se doit d'être beaucoup plus territoire et de ne pas rester figé dans la métropole de Montpellier, même si elle a beaucoup d'intérêt. Voilà, donc adhérer pour vous, c'est l'opportunité, quel que soit votre profil. Il y a ici des gens qui travaillent dans des écoles, dans des groupes, dans des startups, qui sont demandeurs d'emploi. Chacun d'entre vous peut avoir un intérêt à se développer, alors à la fois sur le plan de la culturation, de la présentation du business, et c'est vraiment toujours dans un esprit de convivialité, de transparence et de réseau. La Mêlée, ça a 18 ans, encore une fois. Notre événement phare, c'est la Mêlée numérique, c'est un festival digital à Toulouse qui regroupe l'ensemble de l'Occitanie. On y est très attaché à ce festival-là. C'est quasiment 300 conférences, des gens qui viennent de l'international, du national et du régional. Voilà, et cette acculturation-là, on espère que vous en serez des acteurs. Voilà. Le format aujourd'hui, c'est des pitchs, des startups. Donc on va écouter tout de suite le premier présentateur. On peut commencer par Sylvain. Si tu veux nous rejoindre et te connecter. Je peux plus. Ouais, mais t'es c'est un truc sur le Désolé, j'étais pas sur Paris, puis il faut qu'il y ait des objectifs, c'est ça. On est beaucoup plus écosystème. Bonjour, voilà, donc je me présente, je suis Sylvain Tourière. Donc ma société s'appelle DZIT. Mais pour l'instant, ma société se résume à moi. Voilà, j'ai plus de salariés. Donc aujourd'hui, je me positionne plutôt comme consultant web marketing et e-commerce, parce que j'ai créé maintenant, ça fait une dizaine d'années, un site marchand qui s'appelle Midivin, voilà, que j'ai revendu à un gros caviste montpelliérain, et donc je me suis spécialisé dans tout ce qui est e-commerce, et notamment particulièrement tout ce qui est dans le pain. Alors, voilà, donc en gros, voilà, c'est vraiment le résumé. Je scène ma carrière professionnelle en deux. Je dirais j'ai été salarié pendant plusieurs années, avant 2006, la création de ma société. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis de formation
ingénieur informatique. Donc j'ai fait beaucoup de projets, notamment j'ai beaucoup travaillé pour le Crédit Agricole pendant des années, donc projets bancaires, mais toujours liés autour du numérique. Notamment pas mal tout ce qui était souscription en ligne, paiement en ligne, voilà. Souscription de cartes, un ensemble de projets importants. Je travaille aussi pour une société qui s'appelle Smile, peut-être vous connaissez. Quand j'y suis rentré, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est open source. Et voilà, quand je suis rentré, ils étaient 50. Aujourd'hui, je crois que c'est un groupe qui fait plus de 1000 personnes. Donc ensuite, oui, j'ai oublié l'essentiel, donc création d'EasyIT en 2006. On s'est spécialisé, donc j'ai démarré au départ. En fin de compte, quand j'ai créé ma société, j'avais un objectif, c'était de ressembler à une société avec laquelle j'avais travaillé, chez qui j'avais fait un stage, qui s'appelle bienmanger.com. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un site marchand spécialisé dans l'épicerie fine. Et une société qui a une particularité, puisqu'elle travaille aussi bien en tant que société de services web, web agency, et ce côté site marchand. Donc moi, c'était un peu ce que je souhaitais faire avec EasyIT et Midivem, avoir ces deux volets-là dans mon activité. Malheureusement, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même façon, puisqu'aujourd'hui, Bienmanger, ils sont quand même assez bien réussis. Moi, voilà, ça a été un petit peu moins glorieux, mais voilà, l'objectif était celui-là. Donc, j'ai eu des salariés jusqu'à il y a 2-3 ans, et puis là, depuis, j'ai repris mon destin en main, je dirais, et je me suis lancé dans l'activité solo en tant que consultant. Alors, pourquoi aujourd'hui je suis là ce matin? C'est pour vous présenter un petit peu ce que je sais faire. Donc, je me positionne donc d'un consultant web marketing. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'aide mes clients, qui sont pour la plupart des e-commerçants, à performer, je dirais, leur business en ligne. Alors, quand je dis ça, ce sont des termes assez génériques, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a beaucoup de TPE, PME qui ont un petit peu, comme toujours, le nez dans le guidon, qui n'arrivent pas à voir des choses assez évidentes. Et quand on arrive avec un regard assez extérieur, on leur démontre rapidement que finalement, avec des petits ajustements, des petites, je dirais, des petites évolutions, des choses qui sont peut-être pas gigantesques en budget, parce qu'on travaille toujours dans le monde de la TPE, PME, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, toujours un petit peu compliqué d'avoir des budgets énormes. Donc, c'est essayer de leur amener une compétence en leur disant une vision externe. Comme je leur dis aussi, moi, je fais pas grand-chose. J'ai cette franchise, je dirais, avec mes clients, c'est-à-dire que moi, je viens là pour leur démontrer qu'il y a certaines choses à faire, et puis après, c'est eux qui pilotent en fonction de leurs besoins et de leur budget, essentiellement, mais voilà, l'objectif, c'est celui-là. Donc, je fais aussi, bon, la transition numérique, c'est un bien grand mot, mais je dirais que c'est aussi, on s'aperçoit que certaines sociétés ont encore personne, je dirais, dans leur structure qui sont sensibles à tous les aspects numériques et donc qui n'arrivent pas à se pencher sur l'amélioration que peuvent apporter les solutions digitales. Donc, qu'est-ce que je propose vraiment, c'est de l'audit, c'est de la publicité en ligne, c'est-à-dire que bon, je passe toutes les certifications AdWords, je suis en cours là, mais voilà, et l'expertise sur tout ce qui est l'aspect e-commerce, mais au sens large, c'est l'aspect e-commerce. Souvent, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une gestion informatique, mais il y a énormément de problématiques autour de l'e-commerce, notamment tout ce qui est logistique, les coûts de logistique, l'organisation logistique, le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas faire payer je veux dire, le coût réel de la logistique aux clients. De plus en plus, je dirais que dans ce marché-là, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des frais de port qui correspondent à la réalité de ce qu'on va payer. Donc il faut s'organiser pour essayer de minimiser ce centre de coût. Voilà. Donc ce que je recherche aujourd'hui, c'est plus c'est apporter
J'ai mis cette photo un peu, c'est le côté travail en équipe, parce que c'est vrai que quand on est consultant et qu'on travaille un petit peu seul, voilà, et qu'on a travaillé déjà dans des grosses structures où on travaille avec des projets, des fois où on est une dizaine de personnes sur un projet, le côté un petit peu travail en équipe me plaît bien, je dirais, voilà, c'est ce que je recherche. Après, c'est toutes les prestations autour des CMS et e-commerce. Donc, moi, j'ai une bonne connaissance sur PrestaShop, puisque j'ai développé pour un de mes clients, développé son site sur PrestaShop. Après, je connais aussi toute la solution e-commerce autour de WordPress. Magento, je n'y risque pas parce que c'est trop compliqué et c'est trop lourd. Et ça ne correspond pas au marché tellement TPE, PME. Et après, tout ce qui est réseaux sociaux, bon, j'ai mis Facebook, mais voilà, tout ce qui est Twitter, Instagram, j'en passe les meilleurs, vous en connaissez certainement plus que moi. Voilà, je ne peux pas partir sans dire mon domaine de prédilection. Ça fait donc 10 ans que j'ai lancé Midivem. C'est vrai qu'aujourd'hui, je reste quand même très lié au monde du vin, voilà, parce qu'un de mes clients, c'est un gros caviste sur Montpellier. Et je continue à m'occuper de ce qui est de Midivem et de son site. Donc j'ai une forte relation avec le vin. Je sais que là, par exemple, j'ai passé 3 jours à Millésime Bio, 4 jours, puisque même il y a des salons off qui sont prévus le dimanche 28. Voilà, c'est ma passion, je suis depuis 10 ans là-dedans, je connais assez bien tout le milieu du vin localement. Je gravite là-dedans depuis très longtemps. C'est un monde passionnant, parce que pour plein de raisons, plein de critères, c'est des gens qui sont très liés à la terre, mais en même temps aussi qui sont obligés de se projeter dans un monde qui est en train de changer autour d'eux, et qui ont des difficultés, notamment dans tout ce qui est commercialisation. Voilà, tout ce qui est vecteur de commercialisation, de communication. Aujourd'hui, les vignerons, il faut qu'ils soient multicasquettes. Il faut que ce soit des très bons techniciens agricoles, des très bons techniciens de vinification, des acteurs de la vente, des acteurs dans les médias sociaux, pardon. Voilà, tout ce genre de choses-là. Donc il y en a pas mal qu'il faut aider. Voilà, et puis après, le classique, vous me trouvez, c'est assez simple. Voilà, donc sur Instagram, c'est mon compte Midivem, sur LinkedIn, c'est mon compte professionnel, sur Facebook, j'ai mes 2 entreprises et mon compte perso. Sur Twitter, c'est pareil, j'ai un compte Midivem et un compte personnel. Voilà. Après, j'ai fait assez rapide, je pense que j'ai fini. Voilà, prochain qui passe. Merci. Merci. Bonjour. Voilà, et bon, j'attends que Et donc nous on est la société Darios, donc on est une société en intelligence artificielle et marketing digital. Donc notre entreprise elle a été créée à partir d'un constat que voilà, tout ce qui est marketing aujourd'hui, ça devient de plus en plus c'est plus important les contenus que vous partagez avec vos clients, les contenus que vous partagez avec vos réseaux. Les marques aujourd'hui, ils ne peuvent pas juste communiquer en affichant des bannières que la plupart des gens ils les bloquent aujourd'hui. Donc les gros problèmes de contenu, même si c'est un pas en avant de comment les marques ils communiquent avec les gens, parce qu'ils sont en train de proposer des choses qui ont de la vraie valeur pour les gens. Le problème, c'est qu'il faut les créer. Donc, il y a les community managers en général, ils sont un peu sous l'eau. Quand ils doivent créer du contenu, ils préfèrent chercher sur Internet n'importe quoi et les copier-coller sur les réseaux sociaux pour avoir les pages qui soient vivantes. Donc, aujourd'hui, avec l'avancement qu'il y a en intelligence artificielle, on s'est dit, c'est possible de commencer à créer les contenus de façon automatique. Donc, l'objectif de notre entreprise, c'est d'avoir un assistant intelligent
qui aide aux gens qui travaillent dans le marketing de contenu, de community manager par exemple, à créer du contenu de façon rapide et le partager de façon la plus efficace possible. Aussi en ayant une lecture de qu'est-ce qui se parle un peu dans les réseaux en temps réel. Donc par exemple, vous avez votre réseau, vous voyez qu'est-ce qu'ils sont en train de parler, les trends dans l'écosystème où vous partagez le contenu. Avec ça, vous avez un peu les topics qui sont intéressants et la machine vous aide à chercher le contenu et à les créer. Vraiment, en partant d'une idée assez haut niveau, quelle est l'idée générale de qu'est-ce que vous voulez communiquer. L'algorithme fait la plupart du travail et ce sont des choses qui aujourd'hui sont possibles à faire avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu c'est l'objectif de Darius. Pour le dire différemment, en fait, et peut-être simplifier, on crée des intelligences artificielles qui sont capables de comprendre un texte et d'écrire. Enfin, comprendre un texte ou une image et de rédiger, d'écrire à partir de ça, de créer des contenus textuels. Et la première application qu'on a, c'est effectivement pour les réseaux sociaux, parce qu'il y a un format qui est particulier, c'est pas très long, enfin voilà, la forme est importante, mais la structure du texte n'est pas non plus super complexe. D'accord. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le bon mot. Tout le monde peut écrire, mais un expert qui sera capable de rédiger le bon article avec le bon vocabulaire associé à la bonne audience, c'est très rare. C'est même limite impossible pour un humain de trouver vraiment le bon mot associé à la bonne audience. Donc la machine, elle, va être capable d'analyser de nombreux posts, de comprendre quel est le mot qui va faire réagir telle audience. Donc après, l'objectif, c'est de faire un post qui sera associé à une audience sur une plateforme. Et c'est vraiment la problématique qu'on essaie de résoudre. Et d'exploiter les données des communautés, voilà. Donc analyser les caractéristiques des communautés, analyser les trends, puis réagir en fait en temps réel, donc être capable de modifier les posts. Donc, dans un premier temps, l'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer le community manager ou le content manager. Donc au contraire, l'augmenter. La solution, exactement, la solution, elle vient apporter de la productivité, apporter de l'efficacité. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être présent sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Snapchat, Instagram. Il faut répondre en temps réel, il faut être dispo pour toutes les communautés et c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est chronophage en termes de temps. En fait, les points importants de qu'on essaie d'apporter, c'est que dans la promesse du marketing de contenu, il y a des bonnes choses. Si on était capable d'écrire du contenu en qualité en permanence, que ce n'est pas le cas, c'est un peu ce que les gens essayent de faire, de partager des valeurs, voir être un peu dans l'espace idéologique un peu de la communauté pour qu'ils s'accrochent avec la marque. C'est ça qui marche aujourd'hui. Par contre, il n'y a pas le temps pour les faire et donc l'intelligence artificielle il rentre plus comme un outil de gain de productivité et d'optimisation du texte qui est en train d'être partagé. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à un stade où l'utilisateur donne une idée, l'agent rédige le contenu associé à la bonne audience. Ça, c'est vraiment l'objectif. On n'y est pas encore, mais c'est l'objectif à atteindre d'ici quelques années. Donc, et en termes de qu'est-ce que notre startup cherche dans ces moments, Déjà, on a été créé au début de l'année dernière, pour donner le contexte, en février. Oui, voilà, on a été créé en février 2017. On a commencé à construire les produits vers juillet de l'année dernière. Et ce qu'on cherche le plus, c'est d'établir des partenariats avec des gens qui sont déjà dans les marchés du marketing de contenu. Parce que nous, en venant de la technique, on voit un peu les schémas pour développer la solution. Les technologies sont là, c'est pas de la science-fiction. Par contre, on cherche des partenariats avec des gens qui ont déjà ouvert les marchés sur la partie marketing de contenu et faire des partenariats où on agit comme on vient avec notre expertise technique pour améliorer c'est d'accélérer, on va dire, notre développement à partir de personnes qui sont déjà intégrées dans le milieu. Nous, on a la technologie, on est capable d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus vite, mais une force commerciale peut nous aider. C'est des choses comme ça qui peuvent être assez intéressantes. Et puis vous pouvez venir nous voir aussi sur des prestations associées à l'intelligence artificielle et à l'utilisation de cette intelligence artificielle dans le content marketing. Voilà. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, on va lancer une solution très bientôt, mais on est ouvert à d'autres propositions associées. Voilà. Et actuellement l'équipe est composée de nous trois. On est des trois des backgrounds techniques en intelligence artificielle et mathématiques appliquées. Voilà. Juste
peut-être pour compléter et puis pour aller un peu au-delà de Tarios, de ce qu'on fait. Moi, j'aimerais déjà remercier Flora parce que c'est elle qui nous a assisté pour adhérer et donc on est très content d'être de nouveaux adhérents. Au-delà de notre projet, on a aussi l'envie de contribuer à l'écosystème. Nous, nos compétences, elles sont sur la science de données et sur l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, ça n'a pas été abordé. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur cette partie-là en Occitanie. Peut-être que Toulouse est un peu plus développée sur la partie intelligence artificielle que Montpellier, mais voilà, il y a des choses à faire. Donc nous, c'est aussi l'intérêt pour nous, c'est aussi une envie et une des motivations derrière notre adhésion, c'est de contribuer à cet écosystème. Donc voilà, si on peut échanger sur les parties data ou intelligence artificielle, ça sera avec grand plaisir. Ouais. Merci pour votre attention. Troisième pitch, on va demander à Christian, peut-être. Oui, ok. Bon. Je profite de cet intermède. Oui. Le temps que je trouve, allez-y. Pour vous dire aussi qu'on a bien sûr besoin d'adhérents, mais on recrute aussi des bénévoles et des gens qui peuvent venir à la permanence chez Bureau & Co. Ici, nous aider à travailler les projets, à étendre le réseau. Et apporter la bonne parole. Donc n'hésitez pas si vous avez du temps, de l'énergie, de l'envie pour développer votre réseau, c'est toujours utile. Voilà, c'était la minute de la minute. C'était la minute de transition qui permettait d'avancer. Christian, à toi la parole. Là, si, non. Tiens. Ça va marcher normalement. Voilà. Bon, moi je vais vous parler d'un truc très chiant. C'est la sécurité de la conformité. Voilà, donc c'est pour tous ceux qui sont effectivement dans le marketing digital, dans la communication, dans tout ça. Donc voilà, donc bonjour à ceux que je n'ai pas salués en arrivant, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Donc je suis Christian Amis, voilà, je suis consultant formateur, c'est mon premier jour à la mêlée aujourd'hui. Donc le 18H qui était de trouver les lieux, tout ça, enfin, bon, j'ai eu droit à tout, voilà. Donc je vous parle de sécurité, système d'information, cybersécurité, conformité, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ça c'est issu d'une petite présentation, j'ai pris juste 3-4 slides pour situer le débat. Il y a vraiment deux choses dans mon activité, puis on finira après sur ce que je propose en fait. Voilà. 57% des attaques informatiques ciblent les PME, ça faut le savoir, tout le monde n'a pas forcément en tête, je ne sais pas si vous êtes tous au fait des problématiques de sécurité au niveau des PME. Donc les PME sont plus ciblées que les gros, contrairement à ce qu'on s'attend à avoir. Simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de se protéger, souvent. Et puis, c'est des vecteurs d'entrée chez les gros qu'utilisent les hackers, puisque vous avez tous les écosystèmes, des sous-traitants, des petites sociétés, des prestataires de services, etc., qui n'ont pas de quoi se protéger. Donc, allons-y gaiement. C'est par là qu'on rentre. C'est la politique de la porte ouverte. Voilà. 13 millions de personnes touchées en France. Tous ces chiffres-là, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est l'ANSSI qui les donne. Tiens, alors, voilà. Bon, l'actualité travaille pour moi, merci, de plus en plus. Jusqu'à présent, c'était assez confidentiel encore. Il y a 2-3 ans, on n'en entendait pas parler. Là, il ne se passe pas un mois ou 15 jours sans que ça fasse le 20h sur un certain nombre de sujets. J'ai mis 2-3 petites choses aussi, c'est qu'il y a des exemples sur de petites PME, toutes petites sociétés, quelques personnes, etc., qui finissent par mettre la clé sous la porte. C'est des emplois à la clé, donc c'est des choses qui sont un peu, qui deviennent un peu critiques. Au niveau des attaques. Bon, ça, vous avez du très gros, WannaCry, tout le monde connaît, etc. Vous avez du très gros, mais par contre, les PME peuvent être des dommages collatéraux. Pas ceux qui sont ciblés sur ce genre d'attaque, mais c'est des dommages collatéraux. Voilà, donc, ensuite, les entreprises qui ont perdu, etc., c'est simple. Pourtant, alors, je travaille assez proche de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, que je connais bien. Ils ont sorti un certain nombre de guides. 80% des attaques n'auraient pas abouti par l'application de mesures simples.
Donc, je ne suis pas technicien, je ne suis pas du tout un geek, je ne suis pas du tout dans le domaine comme vous l'êtes une grande partie d'entre vous. Moi, je suis surtout sur l'analyse des risques et le comportement humain qu'il y a derrière. Ça sert à rien de s'acheter une superbe porte blindée dernier niveau avec 5 points, etc. si vous laissez la clé dans le pot de fleurs à côté, ou si vous la confiez à 25 personnes, femmes de ménage, babysitters, etc. Ça sert à rien d'acheter une porte blindée. Donc, voilà, les outils informatiques, c'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, il faut apprendre aux gens, et c'est ce que fait l'ANSSI, qui le faisait à Paris, maintenant ils le font en région. Hein, depuis peu, il y a un correspondant à Toulouse. Maintenant, pour la région Occitanie, ils en ont dans chaque région. L'objectif qu'ils ont, c'est de déployer ça le plus possible au niveau des départements, du tissu des PME, PMI. Voilà, donc je suis un petit peu, je ne suis pas à l'ANSSI, mais je suis un peu un contributeur, j'allais dire, local pour essayer de mettre en place cette démarche-là en expliquant aux entreprises comment, dans leur contexte-là, de manière très simple, elles peuvent appliquer simplement des bonnes pratiques qui sont des usages tout simples. Voilà. Deuxième sujet de mon activité, est-ce que quelqu'un a entendu parler de GDPR ou RGPD ici? Levez la main si vous... Une moitié, voilà. Ok. Donc juste très rapidement, alors est-ce que certains l'ont mis en œuvre dans leur activité déjà ou ont eu l'occasion de le faire? Non? Oui, bon d'accord, un petit peu, d'accord. Bon, ça va venir, c'est quoi GDPR? Deux choses à retenir, 25 mai 2018, et là c'est une réglementation européenne, donc ça s'applique, pas besoin de texte de loi en France, réglementation européenne sur la gestion des données privées, les données des personnes. Voilà, que ce soit des données directes ou indirectes. Exemple, une géolocalisation. Exemple, des choses comme ça, ce sont des données personnelles, qui sont considérées comme personnelles. Alors, on parlait tout à l'heure du médical, la santé. Il est évident, là, c'est des données critiques immédiatement. Mais vous vendez une montre connectée, quelqu'un va faire son jogging, il met son poids, son âge, etc. pour vérifier rythme cardiaque et compagnie, et puis la géolocalisation du jogging le matin pour compter les pas. Ce sont des données privées. Bon, à un moment donné, il y a un certain nombre de réglementations qui arrivent à partir du 25 mai, c'est une loi qui date d'il y a maintenant 1 an et demi. Simplement, elle s'applique. Alors, j'ai juste mis vous allez juste comprendre pourquoi vous êtes impliqué, ou vous pouvez l'être à différents titres, et puis je vais vous expliquer après ce que je peux faire. Donc, en gros, cette loi, c'est changement de responsabilité, plus de déclaration CNIL, etc. sur des fichiers. Si vous travaillez, par exemple, dans votre activité sur des fichiers personnels, des fichiers de données privées, il n'y a plus besoin de faire de déclaration CNIL. Vous êtes web, vous hébergez des web marchands pour des clients, par exemple. Jusque-là, il y avait une déclaration CNIL, j'ai ça, puis après ça, je suis peinard. Là, c'est plus le cas. Vous devez tenir les registres et c'est à vous de prouver que vous avez eu le consentement d'un certain nombre de personnes sur les données privées. Voilà, étendu aux sous-traitants, c'est-à-dire jusqu'à présent, le sous-traitant, si vous faites de l'hébergement de site web, il y en a peut-être certains qui sont dans cette activité-là, jusque-là vous étiez tranquille, vous ne maîtrisiez pas le contenu des données du client. Là maintenant, on va vous le demander et vous êtes aussi tenu que eux sur la tenue de cette loi, avec bien sûr les sanctions qui s'appliquent aussi aux sous-traitants. Bon, c'est des choses à faire. Droit des personnes renforcé, consentement explicite. On parlait de la montre connectée tout à l'heure, vous vendez une super appli d'un truc connecté ou qui ouvre la maison ou je ne sais quoi. À quel moment et comment vous pouvez prouver que vous avez eu le consentement explicite de la personne? C'est-à-dire, c'est plus une case précochée du style, voilà. Les cookies, c'est plus quand vous développez un site, par exemple, pour un client, l'histoire des cookies, c'est plus une petite case dans un coin ou un bandeau qui s'éteint au bout d'un moment, et puis par défaut, vous considérez qu'en allant sur le site, vous acceptez les cookies, etc. Ça va plus être le cas à partir du mois de mai. Donc ça veut dire qu'il faut revoir complètement les responsabilités et le design de vos applications. C'est ça en fait cette loi, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est ça qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Dernier point, c'est le privacy by design et by default, c'est-à-dire que vous êtes, dans le domaine des nouvelles technologies, vous êtes des développeurs, vous développez des sites, etc. Les organismes de contrôle peuvent vous demander de prouver que vous avez mis la sécurité by design. Jusque-là, la sécurité, bon allez, on développe, on a un super truc marketing, on a un super produit, on va lancer des choses, on va faire du business avec le client, puis derrière, on rajoute la sécurité après. Maintenant, vous êtes en tort si vous faites ça, c'est tout. Donc vous êtes sujet, effectivement, si vous faites ça, vous avez voilà, des sanctions qui peuvent être directement appliquées. Si vous n'arrivez pas à prouver aux autorités que vous avez pensé dès le début à la notion de sécurité, notion de vulnérabilité, de faille, etc. dans l'ensemble de la chaîne des applications du développement. Voilà, en gros, voilà, je vous ai fait, comme ça, vous avez en plus une formation dans les 10 minutes qui m'étaient accordées. Voilà, bon, et autre exemple que j'avais déjà cité tout à l'heure, directeur général d'Uber, c'est pour ça de la loi, hein. Elle sert à ça aussi.
c'est-à-dire que données personnelles d'utilisateurs qui étaient dérobées et que l'attaque a été dissimulée. Bon, typiquement, c'est la cible, ça se passera plus à partir du mois de mai. Je vous rappelle, c'est pas encore en vigueur, donc maintenant, voilà. Bon, la CNIL, c'est pareil que tout à l'heure, l'ANSSI. La CNIL, elle a un certain nombre de choses très simples, cartographier les traitements, prioriser les actions, gérer les risques, organiser les process, etc. Ça, c'est la CNIL qui le dit. Bon, vous le faites pas, c'est à vos risques et périls. Vous le faites, vous n'avez pas terminé au mois de mai, c'est pas grave. La CNIL dira et vous mettra juste un avertissement. Si vous décidez de ne pas le faire parce que vous dites ça ne me concerne pas et qu'il y a un problème de faille, là dans ce cas-là, c'est plus un avertissement, ça devient une sanction. Voilà, pécuniaire, légale, etc. Voilà, en gros. Alors, mon activité maintenant, 2 domaines, vous avez compris, j'ai 2 domaines d'activité dans mon activité de conseil et de formation, puisqu'on parlait aussi beaucoup de formation tout à l'heure et de pouvoir effectivement transmettre des choses. Donc, sécurité des systèmes d'information et conformité. Donc, c'est déjà des 2 sujets chiants, mais bon, tout le monde va tout le monde va devoir s'en occuper, et plus on s'en occupe tôt, et moins c'est chiant après, voilà, et plus c'est facile à mettre en œuvre. 2 préoccupations majeures, comme je vous le disais, moi je ne suis pas sur le côté technique, choix, etc. de solutions, je suis sur le côté risque pour les entreprises, estimation des risques et le comportement humain qu'il y a derrière. Voilà. Niveau d'intervention, je suis amené à faire, alors j'en ai déjà fait quelques-unes parce que j'ai démarré cette activité depuis quelques mois seulement, session de sensibilisation de formation, séminaire d'auto-évaluation de maturité sécuritaire, donc vous comprendrez que j'utilise les informations de mon ancien employeur avec son accord pour faire un certain nombre de choses sur le sujet. Accompagnement de projets de mise en conformité, les entreprises autour de la gestion des données privées doivent désigner des DPO, des Data Privacy Officers. Ces gens-là peuvent être soit externes, soit être internes, peuvent être accompagnés de gens externes, comme moi par exemple, à titre très épisodique. Voilà, donc seul ou en équipe, tout à l'heure on parlait de l'équipe, je suis 100% en phase et 100% d'accord quand on est consultant. On ne tient de richesse que aussi quand on travaille dans une équipe avec des compétences qui sont complémentaires. Donc, vous avez compris peut-être que la mienne, elle peut être complémentaire à la vôtre. Si vous êtes chez des clients, quand les clients vous disent « Oui, et l'aspect sécurité dans tout ça, qu'est-ce que machin, etc. » On entend parler de qu'est-ce qu'il faut dégrossir. Je peux intervenir aussi à vos côtés, chez vos clients. Voilà. Donc, comprenez-le, moi, mon objectif, il est aussi de travailler dans une équipe. C'est pour ça que j'ai choisi d'adhérer à la mêlée récemment. Merci en tout cas de me l'avoir permis. Voilà, donc quelques jours par mois, une demi-journée si c'est juste une sensibilisation, une formation, ça je suis capable de faire également, de la régie du forfait, etc. Voilà. Alors pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai un certain nombre de compétences, donc j'ai fait une école, pas d'ingénieur justement, je vais être peut-être un des seuls à pas être ingénieur ou technicien dans cette audience. Donc c'était plutôt une école management, mais il y a très longtemps, vous voyez mon âge, donc moi c'est beaucoup plus longtemps que vous. D'autre part, Institut des hautes études de défense nationale qui m'a mis un peu le pied sur tout ce qui est intelligence économique, sécurité d'entreprise, etc., en plus de la partie défense. Ça, c'était en 2004. Et l'Université de Montpellier, plus récemment, ça c'était en 2016. J'ai suivi le diplôme universitaire, droit, sécurité de l'information, investigation numérique légale. Voilà. Avec dedans des avocats, des juges, des gendarmes, des policiers, etc., et des consultants et des RSSI d'entreprise qui étaient dans cette session-là avec moi. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, il y a un DU qui est très bien sur la cybersécurité à Montpellier. Voilà. Et de l'expérience, alors l'expérience essentiellement, IBM, j'ai 30 et quelques années de IBM, avec différents métiers, mais qui étaient toujours au niveau de l'IT, au niveau des directions d'entreprise, au niveau alignement stratégique d'entreprise et du système d'information versus le métier. Plus récemment, depuis 5 ans, dans l'entité IBM Security, où je vendais et je continue à vendre des offres de sécurité, donc sécurité des données, sécurité SIEM, IAM, applications, etc. Donc ce genre de choses. Si je dis que je suis encore chez IBM, c'est parce que j'ai une particularité, c'est que je fais partie d'un programme où je peux travailler à mi-temps pour IBM, ce que je fais. Donc je suis aujourd'hui business developer chez IBM sur tout ce qui est la sécurité du monde industriel, de tout ce qui est SCADA, etc. Et puis tout ce qui est Internet des objets. Donc on me demande de faire du business développement. Donc ça c'est un poste national que j'ai au niveau d'IBM France. Et puis donc je continue ça à mi-temps. Et à mi-temps l'activité que je viens de vous présenter. Voilà. Qui est plutôt sur la région orientée TPE, PME, etc.
Voilà. Et puis également, je suis officier de réserve de gendarmerie, pour information, réserve citoyenne, donc c'est-à-dire de la base volontariat. Jusqu'à présent, j'étais rattaché à l'Île-de-France. Vous avez compris, je suis récent dans la région. Donc, je suis en train de faire transférer mon dossier ici sur la région, sur l'Occitanie, en tout cas sur l'Hérault au niveau des groupements. Donc, mon dossier est en cours de transfert pour pouvoir effectivement également contribuer, mais à titre bénévole cette fois-ci, aux côtés des gendarmes, qui, comme vous le savez sans doute, ont la responsabilité au niveau national de prendre toutes les plaintes en termes de cybersécurité quand une entreprise se fait attaquer, etc. Voilà, j'ai terminé. Vous savez qui je suis, vous savez ce que je fais, vous connaissez mes domaines. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, de près ou de loin, vous serez peut-être tous impliqués directement ou indirectement par ce qui arrive. Soit éviter que vos clients, tout ce que vous mettez en place chez vos clients, fasse l'objet d'attaques extérieures. Donc, pour vous permettre de continuer à faire du business correctement. Voilà. Et puis d'autre part, que vous-même ou vos clients soient conformes aux réglementations qui arrivent. 2018 va être un peu chaude là-dessus. On commence à en entendre parler seulement de GDPR sur la partie données, sur la partie data privacy. Merci de votre attention. Merci à Christian pour cette présentation. Sachez qu'à la mêlée où vous êtes en sécurité avec nous, Oui. tout l'argent que vous nous donnez par vos adhésions et vos parrainages est bien réutilisé. Voilà. Tous vos profils ne sont pas diffusés en live sur Facebook pendant que vous pitchez. Voilà. Non, merci, c'était très bien. On va passer à tout. Alors, juste une réflexion par rapport à ce que disait Christian. Non, il n'y a pas que des ingénieurs dans la salle. Je répète que dans les 600 presque adhérents en Occitanie, nous avons 70% de nos adhérents qui ne sont pas des filières IT, voilà, et qui sont plutôt des filières traditionnelles. Donc on est vraiment à porter la bonne parole dans des sociétés comme les Grisettes de Montpellier qui vont venir pitcher maintenant, voilà, et qui sont dans l'agroalimentaire et que je recommande fortement de nous rejoindre au sein de la commission DigiFood parce que voilà, c'est tout à fait, n'est-ce pas Julien, l'agroalimentaire c'est bien, c'est gourmand, mais c'est aussi un écosystème ici très performant, l'agroalimentaire, la food tech ici avec une thématique de la French Tech à Montpellier, portée notamment par des écoles comme Supagro, par des accélérateurs comme InVivo, l'incubateur de chez SMAG, et puis tout un écosystème d'entreprises, dont les Grisettes de Montpellier, une très belle société. Comment vu quelques belles pépites ici. Quelques belles pépites Clément, au chocolat. Quelques belles pépites. Clément par donc voilà. Messieurs, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut faire passer des bonbons du coup pendant la présentation? On va faire les bonbons. Oui, alors voilà, Christian ne nous a rien fait. Non. Bonjour mesdames, messieurs. On va se présenter. Donc moi je m'appelle André Sambelli. Nous sommes deux associés, enfin deux opérationnels. Désolé pour la voix, j'ai trop mangé de grisettes certainement, ou je vais en manger. André Sambelli, donc moi j'ai évolué pendant une quarantaine d'années dans le groupe Nestlé. Notamment j'ai été président de la filiale que vous connaissez tous, la petite bouteille verte, à Vergès dans le Gard. Pendant 25 ans. Et ensuite, j'ai pris la direction des ressources humaines du groupe Nestlé Waters à Paris. Donc voilà, 3000 personnes. Il y a environ maintenant 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Mais complètement. Bon, j'en avais la possibilité et je voulais attendre ma retraite tranquillement. Mais Lionel Lopez, qui va vous expliquer aussi rapidement son parcours, m'a vite rattrapé. Voilà, Lionel. Juste avant de me présenter, combien il y a de Montpelliérains dans la salle? De vrais Montpelliérains. C'est-à-dire parce que né à Montpellier. Genre Béziers. Pas beau. Je lève une demi-heure. Et du coup, combien connaissent les Grisettes de Montpellier? Quand même. D'accord. Ok. Bon, sans vous dévoiler la stratégie, c'est que notre objectif, c'est que dans 5 ans, il y a 80% de la salle qui lève la main quand on pose la question qui connaît les Grisettes de Montpellier. Donc moi, Lionel Lopez, j'ai 41 ans, je suis Montpelliérain depuis 5 générations. J'ai fait Supagro Montpellier. Je suis parti
Ouais, j'ai travaillé quasiment 20 ans chez Nestlé également, sur des postes de direction financière. J'ai travaillé les 10 dernières années sur Paris. Et puis l'an dernier, mon épouse m'a dit, il faut que tu fais ce que tu veux. Avec les enfants, je redescends sur J'avoue que ça a quand même facilité mon orientation professionnelle. Donc arrivé ici il y a quelques mois, j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que je repars sur un grand groupe? Est-ce que je repars sur un poste à responsabilité? Ou est-ce que je fais enfin ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire travailler pour moi? Et puis une nuit, même si l'ancien propriétaire ne m'a pas cru, il pensait que c'était un argument pour négocier, j'ai rêvé des grisettes. Voilà. Et c'était 3 h du matin, je me suis levé, j'ai noté, et à 9 h du matin, je faisais des recherches sur Internet. J'ai appelé l'ancien propriétaire, et il se trouvait que la société était en vente. Voilà. L'ancien propriétaire, André va en parler, il a 80 ans, la société était quand même, en termes de gestion, un peu en désuétude depuis ces 3 dernières années. On ne trouvait plus beaucoup de grisettes sur Montpellier, donc à mon grand regret, parce que j'ai quand même été beaucoup bercé par les grisettes de mon enfance. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a pu avoir des contacts, 2 contacts, puis on a commencé à le rencontrer. C'est à ce moment-là où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je pars seul aux grisettes, ou est-ce que je pars avec une équipe? Voilà. Et puis naturellement, ça s'est fait, puisque j'étais donc le directeur financier d'André pendant 5 ans sur Vergès. Et on s'est dit, je me suis dit, voilà, c'est quand même mieux de bosser en équipe. Et puis voilà, on veut que ce soit fun, donc on est parti sur cette aventure. Voilà, donc peut-être tu peux toucher un mot sur l'histoire un peu rapidement. Moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est que j'avais pas spécialement envie de repartir dans quelque chose de soutenu. Et puis Lionel m'a dit, il y a Raymond Muller, il s'appelle Raymond Muller, c'est un Allemand. C'est lui qui a fait ressusciter le bonbon en 1964. Il faut juste savoir que c'est le plus vieux bonbon de France. Il date du XIIe siècle. C'était un médicament au XIIe siècle. C'est un apothicaire qui a créé cette petite bille noire à la réglisse au miel. Ça faisait partie, la réglisse et le miel faisaient partie de la médecine antique pour un tas de raisons. Donc ce bonbon a existé sous forme de médicament, ressuscité au XVIIIe siècle. Les grisettes de Montpellier, les belles dames de Montpellier. Il a pris le nom de ces belles dames, il s'appelait les grisettes. Raymond Muller a retrouvé la recette. C'est authentique, hein, nous avons le bouquin du XVIIIe siècle avec une feuille et la recette écrite à la main. Et il a ressuscité ce bonbon en 64. De 64 jusqu'en 2017, il l'a commercialisé avec un pic de commercialisation. L'âge aidant, le chiffre d'affaires, bien entendu, s'est écroulé. Donc il s'est retrouvé, je vais vous donner un chiffre, hein, il s'est retrouvé entre 50 et 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc une boutique invendable. Parce que bien entendu, quand vous ramenez 50 ou 80 000 euros de chiffre d'affaires, ça vaut rien en termes d'achat. Tous ceux 80 repreneurs, pendant 2 ans, 80 repreneurs qui sont venus lui proposer de 50 à 100 000 euros. Il les a tous envoyés promener et il voulait mourir avec son bonbon. Quand Lionel me le présente, on le rencontre le 31 mars 2017. Ça a duré 1h30. On s'est pris un mail le soir à 23 h. J'ai pas besoin de Bernard Tapie de multinationale pour faire vivre mon bonbon. Là, Lionel m'a dit on décroche, on arrête tout, c'est pas la peine, le mec est complètement... Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. De mon passé, des sciences humaines, des ressources humaines, l'homme m'a passionné. Donc je me suis passionné pendant 6 mois, non pas pour ces grisettes, mais pour l'homme. Une histoire fantastique, j'aurais pas le temps de vous la raconter, une histoire assez fantastique et hors du commun. Voilà, donc à partir de là, on a, au mois de juillet, il m'a appelé, j'ai quasiment vu toutes les semaines, 3 à 4 fois par semaine, dans un mas retiré de l'usage, avec son épouse. Il m'a appelé au mois de juillet en me disant, André, t'es mon héritier. Bon, bien sûr, il y a eu droit de succession. Hein. Je veux dire, on a commencé entre juillet et octobre à discuter, négocier les droits de succession. Là, ça a été une autre partie. Donc voilà l'histoire. Moi, je suis tombé, hein, je suis de l'autre côté du rideau. Je suis ni moi, je suis d'origine corse, mais j'ai vécu à Nîmes l'essentiel de ma vie. Je ne connaissais pas les grisettes de Montpellier. Et je suis tombé dans cette histoire. La deuxième belle rencontre, complètement apolitique, on s'est dit début septembre, avant qu'on signe la cession, on va rencontrer le maire. C'est la spécialité de Montpellier. Qu'est-ce qu'en pense Philippe Sorel? Et là, ça a été une rencontre. Ça a été une rencontre qui nous a vraiment et qui a accéléré le processus de rachat. C'est que Sorel nous a écoutés, il nous a reçu un samedi matin dans son bureau. Et là, derrière, il nous a dit, alors on a présenté le business plan, et il nous a dit, vous comptez faire quelque chose? On a dit oui, on va faire un réveil de la belle endormie. En clair, mon slogan, il y en a 3. Réveiller une belle endormie, faire des grisettes de Montpellier, ce qu'est le calisson à Aix-en-Provence, ou le nougat à Montélimar. C'est notre ambition. Et on lui dit, avec beaucoup d'humilité, nous sommes humbles, mais ambitieux. Et on va faire une soirée de lancement avec quelques commerçants. Il a dit non,
vous avez l'Opéra de la Comédie. Il a pris son agenda, il nous a dit le 6 décembre. Et le 28 novembre, on fera une conférence de presse. On est sorti de là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a entre les mains? Là, on a compris qu'on avait, excusez-moi l'expression, ces bijoux de famille. Donc, on s'est dit, bon, la responsabilité. Là, on a compris aussi combien coûtait la soirée à l'Opéra de la Comédie. On l'a bien compris aussi. Parce que vous avez l'Opéra de la Comédie, ne veut pas dire vous l'avez gratuitement. On a passé notre budget marketing de 2018. Maintenant, on va ramener. Non, mais l'essentiel, c'est qu'il y avait quand même 200 personnes. Effectivement, ça fait le buzz médiatique. Et donc, à partir de là, maintenant, alors, un élément important, c'est important. Nous, on est indépendamment du patrimoine de chacun, parce qu'il y a un troisième associé. Bien entendu, nous, avec l'ambition que l'on a, qui est régionale, nationale, voire internationale, si on se cale sur le Calisson d'Aix, il nous fallait, bien entendu, le réseau national. Dans ma carrière précédente, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui s'appelle Jean-Claude Lacaze, qui est propriétaire de l'eau Montroucous, qui est dans le Tarn, nord de Béziers. Et cette eau, elle est distribuée dans 4000 supermarchés en France, et il a une force commerciale. Donc Lionel, tout seul, il rêve, il vient me chercher, et je lui dis 50-50, mais on va aller chercher quelqu'un à 33% aussi. Donc on est allé chercher Jean-Claude Lacaze, qui est parti dans le projet. Il avait essayé de me recruter quand j'étais chez Nestlé, on s'était lié l'amitié. On est allé le chercher, il est venu avec nous. Ça, c'est le deuxième étage de notre fusée, qui est le réseau national. Quand il faudra qu'on aille démarcher, on a sa force commerciale. Lui, il n'est pas opérationnel, il a déjà une entreprise qui fonctionne très bien, qui rapporte bien. Par contre, il nous met à disposition ses forces commerciales. Une semaine par trimestre, pardon. On a 6 personnes qui démarchent, Montpellier et sa région, et on a son commercial de la région qui passe une semaine avec nous pour faire les boutiques traditionnelles et tout ce qui est hyper supermarché. Ouais, je pense qu'il y a concrètement, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quand même un pari sur l'avenir. Hein. Évidemment, c'est notre ambition, mais on ne dort pas, on est très pragmatique. On aura une envergure nationale ou internationale que si on est très très fort dans la région. Donc, étape numéro 1, c'est le bassin montpelliérain, inonder le bassin montpelliérain. Voilà, il faut que les Montpelliérains retrouvent les grisettes et que ceux qui ne sont pas Montpelliérains commencent à entendre parler du produit et le consomment. Ça, c'est impératif pour qu'on puisse envisager la deuxième étape, sans quoi ça ne peut pas marcher. Voilà. Je pense que c'est important de dire ça. Et dernier point, ce qui a fait aussi basculer l'acte d'achat, c'est qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui voulaient racheter les grisettes. Donc, André a parlé de 80 repreneurs, dont des institutionnels sur Montpellier. Un point important, c'est que nous, on s'investit à 200% sur les grisettes. On est opérationnel du matin au soir et on fait les livraisons la première année pour rencontrer tous les clients. On fait la gestion des stocks, etc., etc. Les bonnes livraisons, les commandes, le commercial. Donc, c'est un métier nouveau pour nous, puisque vous pouvez imaginer que passer d'une multinationale dans les moquettes à Paris à quelque chose de très concret et pragmatique au quotidien, ben, il y a un sas d'apprentissage forcément. C'est un Superman d'humilité et on a beaucoup d'ambition et en tout cas aujourd'hui on peut voir que dans tout ce qu'on fait il y a une notoriété qui est assez exceptionnelle, en tout cas sur Montpellier et la localité proche de Montpellier. Il y a 90% de bon accueil en tout cas dans les magasins et ça nous encourage beaucoup. Voilà. Et on ne pourra rien faire sans vous aussi, puisque vous pouvez être voilà, ceux qui prêchent la bonne parole sur les... Juste un point, parce qu'on nous a beaucoup posé la question, et pour moi, et pour nous, elle est primordiale, c'est, vous pouvez vous la poser, où est fabriqué le bonbon? Les grisettes de Montpellier sont fabriquées à Paris. Elles sont fabriquées à Morangis. Et ça, nous, quand on a découvert ça, on s'est dit, c'est pas possible. Donc il faut juste savoir, on a créé notre structure, notre SAS, on est sans salaire pendant 2 ans, les moyens, on se débrouille, mais on est sans salaire, c'est tout pour les grisettes, et notre objectif, pour fin 2018, parce que indépendamment de nos patrimoines des uns et des autres, l'entreprise des grisettes doit fonctionner et s'autofinancer. Donc à partir du moment où on le considère avec notre 3e actionnaire, c'est de rapatrier la fabrication ici. On est déjà en train de prospecter et bien entendu de créer les emplois, comme disait Lionel tout à l'heure. On fait des livraisons, on fait tout aujourd'hui. L'objectif, c'est bien de créer une structure avec des embauches, hein, c'est ce qu'on a dit à Sorel, trouver le terrain, s'autofinancer, créer notre boutique, notre fabrication et les emplois qui vont avec. Ça, c'est notre ambition. Voilà. Ouais, vous pouvez bien imaginer que dans la chaîne de création de valeur partagée, il faut que le miel soit issu des apiculteurs. Il faut qu'on ait des contrats clairs avec les apiculteurs du bassin montpelliérain, c'est obligatoire. La réglisse, c'est beaucoup plus compliqué, puisque malgré le fait que Montpellier est une place très forte de la réglisse, c'est plus le cas et il y en a très peu en France maintenant. Et le processus de fabrication doit être intégré à 100% ici. Voilà. C'est le deuxième pan très fort de notre stratégie, la commercialisation, mais aussi
l'aspect production qui doit, pour un produit local qui doit être réalisé évidemment localement. Notre fierté serait de créer de l'emploi à court terme. Voilà. Oui, la mêlée, c'est très surprenant parce que je pensais pas qu'on picturait en fait une entreprise qui vend les bijoux de famille du maire de la ville et dont l'ambition en plus, quand on connaît un peu la politique régionale, c'est de faire que ça en soit un des symboles culinaires de la région Occitanie. Plus sérieusement, donc vrai coup de cœur bien évidemment en tant que Montpellierin. Et la mêlée, c'est aussi de la solidarité, et donc dans des reconversions comme ça de projets, on est très motivé et très intéressé par le biais des ingrédients dont on a parlé aujourd'hui et par des réunions comme ça pour booster le projet. Donc je vous propose maintenant d'échanger entre nous de manière libre autour du café, dans le hall en bas aussi, voilà, et puis de renouveler la chose. Merci à tous de votre présence et puis on continue maintenant de manière informelle, et merci à Polisson Gilbert Weinborg pour le direct. Donc Tu peux être en cours, je vais le couper. Hein. Voilà, tu peux le couper, donc on fait comment? On fait clap et à la prochaine fois, merci.